on l'avait démarré avec Stéphanie un peu en off. On avait commencé l'échange et on se disait bon, faut démarrer à l'heure parce que le sujet est vaste, il est passionnant et on n'aura pas trop d'une demi-heure pour pouvoir le traiter sous ses différents angles. Je pense qu'on n'aura pas fait le tour de la question. Bonjour Stéphanie. Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Ouais, merci. N'hésitez pas. Alors, on vous disait 30 minutes, c'est court, mais s'il y a un propos sur lequel vous voulez rebondir, n'hésitez pas à le faire. Vous le mettez dans le chat et on verra si on a quelques minutes à la fin. On en profitera pour répondre à cette question. Donc, une brève introduction. Je suis Damien Catani, le fondateur et mon frère Arthur de Goalmap. On accompagne les entreprises sur les problématiques de qualité de vie au travail sous l'angle de la prévention santé, donc santé physique et mentale. Et cette année, on vous propose donc aujourd'hui un forum en ligne pour échanger sur un des sujets de la santé de la QVT. On a choisi la résilience qui nous paraissait appropriée par rapport à tout ce qu'on a pu vivre au niveau collectif et individuel. Mais avant de rentrer plus avant dans ce sujet. Stéphanie, je vais te laisser te présenter, nous expliquer un peu ton parcours, ce que tu fais, en quoi ça consiste. Ah, vaste sujet. Merci Damien. Je m'appelle Stéphanie Carpentier, je suis docteur en management des ressources humaines. Le vrai terme universitaire, c'est sciences de gestion, mais je suis spécialisée sur les questions de management de la santé au travail depuis 2003 maintenant. On voit que ça date pas d'hier. Grosso modo, j'ai depuis plus de 20 ans 3 grandes activités professionnelles qui sont le conseil aux entreprises, l'enseignement dans le supérieur et la recherche. Ces 3 activités, selon les moments de ma vie, je les ai exercées de différentes manières, selon différents statuts et avec différents degrés. Mais j'ai toujours gardé ces 3 activités. Ce qui me permet d'être aujourd'hui la fondatrice de l'entreprise DRRH Eco, DR pour docteur, RH pour les ressources humaines, mon domaine de prédilection, et CO pour toutes les disciplines auxquelles je suis obligée de faire appel pour régler les problèmes de management dans les entreprises qui font appel à moi. Concrètement, je fais aussi bien du conseil que des conférences, de la formation, de la recherche, des publications. Je suis même influenceur parce que j'ai été Top Voices sur LinkedIn. Voilà qui je suis et pourquoi je vais avoir une vision protéiforme dans ce que je vais vous dire tout à l'heure. Ok, merci pour cette introduction. Ça promet de la richesse dans l'échange. Effectivement, on essayait d'aborder ce concept de résilience sous plusieurs aspects. Effectivement, il peut y avoir un niveau individuel de gestion du stress et par ailleurs, on avait un échange aujourd'hui avec un champion du monde d'apnée qui va être plus sur des problématiques individuelles. Il y a des problématiques qui vont être plus collectives. Et peut-être ce qu'on voulait faire ensemble, c'est peut-être le lien avec ces différents niveaux de lecture, l'individu, son équipe, son entreprise. Toi, Stéphanie, quel est ton niveau de lecture privilégié, s'il y en a un, ou comment tu abordes cette question des différents niveaux de lecture? Ah, 2 questions en une. Donc, en fait, quel est mon niveau d'intervention privilégiée? En fait, c'est celui du besoin du client. C'est aussi bête que ça. Je vais reformuler, je vais expliquer peut-être quelque chose qui me concerne pour que vous compreniez mieux pourquoi je dis ça. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, au pluriel. Et donc, très jeune, j'ai été sensibilisée au fait que c'est super dur d'avoir des gens qui soient motivés. On ne peut pas toujours travailler les motiver qu'avec la rémunération et puis les conditions de travail, surtout quand ça concerne les commerciaux B2B. Et c'est très dur de garder les meilleurs éléments. Ça, c'est quelque chose qui est dans ma façon de voir, puisque j'ai été très tôt sensibilisée aux questions des difficultés du management. Alors, qu'est-ce que c'est que le management? Ça, c'est après la question. Moi, je suis docteur en management, donc forcément, ce qui m'intéresse, ce sont plutôt les façons de faire travailler les gens ensemble. C'est ce à quoi je me suis formée, on est bien d'accord. Mais comment on peut réfléchir aux questions du management sans s'intéresser aux personnes avec qui on travaille?
Et là, c'est là où Goldmap apporte sa richesse, c'est que vous avez travaillé sur la question plutôt individuelle. Enfin, c'est votre origine. Travailler sur la question de la santé physique et mentale des individus. Et moi, effectivement, je suis obligée de prendre en considération ça. Concrètement, l'individu ne travaille pas tout seul. Il travaille aussi dans une équipe. Donc, la démarche individuelle, c'est plutôt une démarche psychologique. La démarche collective, c'est plutôt sociologique. Et après, il faut faire travailler les gens ensemble. Les grands professeurs d'université en management diront que les sciences de gestion sont les sciences de l'action. Et bien, c'est bien ça après, c'est les faire travailler ensemble. Et si ça marche bien, faire en sorte que ça continue de marcher bien. Et si ça ne marche pas bien, trouver là le problème qui peut être à ces différents échelons. Et sachant que ces différents niveaux sont en interaction. Et donc, on ne peut pas ne pas regarder les choses. Alors après, concrètement, une entreprise pourra faire appel à moi, surtout en priorité pour des questions de pratiques de management défaillantes, problèmes de rétention des salariés, on veut améliorer la diversité de l'entreprise et on ne sait plus quoi faire, qu'est-ce qu'on fait d'autre, enfin, des choses comme ça, on est d'accord. Mais quand on parle sur les questions de risques psychosociaux, c'est peut-être pas ça la première porte d'entrée. On peut dire, pas forcément de dire, dites donc, j'ai plein de risques psychosociaux chez moi, venez les régler. C'est pas forcément ça, ça peut, mais ça demande beaucoup de courage d'avoir cette démarche-là. Hein. Donc ça pourrait être, dans mon service, j'ai plusieurs démissions, j'ai plusieurs burn-out, il y a un problème, je ne sais pas ce que c'est, venez voir ce que c'est. Ou alors, je travaille beaucoup avec des partenaires psychologues, coachs et avocats, qui eux, comme vous, ont la démarche individuelle prioritaire, puisque c'est pour un cas particulier qu'ils vont s'intéresser, et qui, donc le coach ou le psychologue, ça sera en amont, l'avocat, ça sera en aval, qui viennent me dire, mais finalement, je ne sais pas si on est sur une question de burn-out ou du harcèlement, et du harcèlement moral. Mais concrètement, vous avez quelqu'un qui souffre de burn-out, c'est quelqu'un qui va avoir des répercussions sur le reste de l'entreprise. Il faut être très réaliste. Une personne qui a un burn-out, il faut savoir que c'est une personne qui généralement est très engagée. Alors oui, elle peut avoir un burn-out parce qu'elle ne dort pas assez, parce qu'elle a des problèmes perso, parce que la vie pro et la vie perso sont imbriquées, on est d'accord. Mais quand la personne est en burn-out, parce que en fait, elle est super investie dans la boîte, parce qu'il y a plein de dysfonctionnements auxquels elle pallie en permanence et qu'elle veut que la boîte continue à vivre. Cette personne-là, en fait, elle se donne corps et âme pour pouvoir améliorer les choses. Si elle en arrive à ça, c'est peut-être son problème perso, qu'elle ne sait pas dire non, qu'elle ne sait pas déléguer, etc. On est d'accord. Mais on est là, je reste juste sur la question du travail, de la vie pro. Mais ça peut être aussi parce que dans son équipe, par exemple, il y a une mauvaise répartition de la charge de travail. Et ça, c'est du management, hein. C'est pas de la psycho. Hein. Ça peut être aussi qu'il y a des problèmes de jeu de pouvoir. Ça, c'est du management ou de la sociologie, mais c'est pas la psycho. Et puis, ça peut être aussi parce qu'il y a des dysfonctionnements qui impactent l'équipe dans laquelle la personne qui a un burn-out travaille, qui sont à un autre niveau. La mise en œuvre de la stratégie qui ne se fait pas bien, la conduite du changement qui n'arrête pas, enfin, on change. J'ai des clients à l'esprit. En 5 ans, ils ont eu 3 directeurs. 3 directeurs, 3 façons de manager, 3 façons de voir les choses différentes. Il ne faut pas s'étonner qu'après, les gens, ils ne savent plus ce qu'il faut faire à la fin, quoi. Bon, ça, c'est quoi? C'est du management. Donc, si vous avez ce problème-là du burn-out, vous êtes bien obligé d'avoir les 3 dimensions, mais votre porte d'entrée n'est pas la même que si vous êtes, par exemple, avec une personne, une entreprise, qui fait appel à vous parce qu'elle a du harcèlement moral au travail. Le harcèlement moral, ça ne va pas être une question de « Coucou, je suis harceleur, venez régler le problème ». Non, ça va être on est accusé en tant qu'employeur de laisser courir le harcèlement moral au travail. Responsabilité civile et pénale du dirigeant ou des dirigeants peut être engagée. Il faut savoir qu'en tant que dirigeant, dans votre boîte, il y a du harcèlement moral qui se fait, vous êtes au courant, mais vous n'êtes pas en ligne hiérarchique, hein, vous n'êtes pas directement concerné, mais vous êtes au courant officiellement. Il faut savoir que votre responsabilité civile et pénale personnelle peut être engagée. Ça fait un peu réfléchir quand même. Hein. Donc, à partir de là, on fait appel à moi et ça sera une autre porte d'entrée. Mais le harcèlement, comme le burn-out, va avoir des conséquences au niveau individuel, collectif et organisationnel. Alors, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de porte d'entrée privilégiée.
faut, on va dire, ouvrir ses écoutilles pour analyser les problématiques, quoi. En fait, la qualité de vie au travail, ça se traite ou ça s'aborde à tous ces différents niveaux. C'est exactement ça. Et c'est justement parce que c'est hyper complexe de prendre en considération ces 3 niveaux d'interaction, les individus, les équipes et le collectif, l'organisation, tout ça étant lié par les pratiques de management, que on ne peut pas avoir une réponse simple, voire simpliste, à une question éminemment complexe. Parce que ce qu'il faut voir, c'est, et là peut-être que je vais te perturber dans tes questions, hein, mais ce qu'il faut voir, c'est que si on prend un triptyque individu, collectif, organisation, et au centre de tout ça, c'est les pratiques de management, entre chacun de ces éléments en interaction, il peut y avoir des cercles vicieux et d'autres cercles vertueux qui se sont créés. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut tout est imbriqué. Donc, pour pouvoir donner une réponse à ces problèmes-là, il faut savoir apporter une réponse complexe à une situation complexe. Ouais, c'est ça. Peut-être ceux qui nous ont suivis ont dû le voir et t'en parler, Stéphanie. Nous, on a démarré du B2C, donc de l'individu, de ses problématiques de sommeil, d'activité physique, etc. Donc, on était plus sur une approche, on va dire, bottom-up. Puis on s'est aperçu effectivement qu'il fallait la compléter avec une approche top-down parce que ben oui, tu peux faire du sport 3 fois par semaine, essayer de bien dormir, lire des livres de développement personnel, etc. S'il y a une crise dans ton équipe, s'il y a des relations toxiques, en fait, la qualité de vie au travail, elle va être dure à favoriser. Donc oui, salarié en forme, entreprise qui performe, c'est un slogan qu'on aime bien proposer, mais en fait on s'aperçoit qu'effectivement à chaque maillon, chaque niveau de la chaîne, il y a un travail en profondeur à faire pour favoriser une qualité de vie au travail qui soit bénéfique pour tous. C'est ça. Mais le pire, c'est que c'est pas parce que on aura alors c'est vrai que c'est un idéal, hein, les gens bien dans leur peau égale l'entreprise va en bonne santé. On est d'accord, ça c'est un idéal. Et c'est dans le monde merveilleux qu'on n'a pas en général. Et c'est ça le pire, c'est pas parce qu'on aura des gens qui seront en bonne santé qu'on aura forcément une entreprise en bonne santé. Parce que là, derrière, il y a des questions de compétences. On peut avoir quelqu'un qui est super bien, une personne, enfin, des équipes très engagées, en bonne santé, sains dans leur tête, pas de pratique de management tordue au sens vouloir faire du mal, mais pas forcément compétentes. Et si elles sont à des postes pour lesquels elles ne sont pas forcément suffisamment compétentes, elles peuvent créer des situations toxiques qui pourront aboutir à des comportements toxiques et qui laisseront le boulevard pour des personnes toxiques. Les tordus, ils vont s'en donner à cœur joie s'ils ont la possibilité de pouvoir prendre du pouvoir et s'en servir. Donc c'est ça le problème, c'est que c'est pas parce qu'on a des personnes en bonne santé, des équipes en bonne santé qu'on a forcément une entreprise en bonne santé. Ça se peut. La plupart du temps, c'est comme ça qu'on y arrive, mais c'est pas systématique. Alors, si on prend le côté négatif, le revers de la médaille, c'est pas parce qu'on aura des gens qui seront résilients qu'on aura des équipes forcément résilientes et qu'on aura une organisation forcément résiliente. Ça aide, mais c'est pas systématique. C'est ça la difficulté. Oui, alors justement, tu parles de ce sujet. Je pense qu'indirectement, on était déjà en train d'en parler de résilience, mais là, on va peut-être l'aborder de manière plus frontale. C'est vrai que la résilience, à la base, on voit. Alors moi, je le percevais peut-être plutôt comme une caractéristique individuelle. C'est ma capacité à rebondir après un syndrome post-traumatique, etc. Mais en fait, tu vois, en faisant des petites recherches, j'ai vu des définitions qui étaient beaucoup plus globales. Et je vais t'en proposer une définition, on va dire, humaniste, qui considère la résilience comme la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l'avenir en présence d'événements déstabilisants ou de conditions de vie difficiles. Et tu vois, je voyais qu'il y avait il y a l'individu ou le groupe. Donc effectivement, est-ce qu'on peut parler de résilience au niveau du groupe? Et ce serait quoi en fait la résilience au niveau d'un groupe, peut-être avec l'éclairage de
de la crise qu'on a traversée ou qu'on est toujours en train de traverser? Vaste question. Alors oui, la définition que tu me proposes sur la résilience, c'est ça, mais moi je dirais que c'est même un groupe de personnes, un groupe de personnes et des organismes. Les organisations, ce sont des organismes vivants. On a tous en esprit des marques, des entreprises qui étaient sur un monopole mondial et qui, parce qu'elles n'ont pas vu changer l'environnement dans lequel elles étaient, ont disparu. Et qui maintenant, il ne reste plus que la marque commerciale. Je ne veux pas faire offense, donc je ne vais pas donner des noms, mais on peut penser par exemple dans la téléphonie. Quand ça a commencé dans les années 2000, on avait tous des Nokia, et maintenant Nokia n'est plus le top sur le marché. Pourquoi? Parce que c'est une organisation vivante, dont on n'a pas pris soin, qu'on n'a pas aidé à s'adapter, ou du moins qu'on a considéré que ça allait de soi. Ben non, tout organisme vivant peut être susceptible de tomber malade, peut être susceptible d'être dans un environnement qui devient hostile sans même qu'on s'en rende compte, et elle a besoin, toute organisation a besoin qu'on l'aide, au même titre que les individus, au niveau individuel, au niveau collectif. Donc, la définition de la résilience dans ces cas-là, c'est effectivement, moi je dirais que c'est une entreprise qui est résiliente, c'est une entreprise qui a fait une conduite du changement qui soit réussie, avec la subtilité, qui a réussi à s'adapter à son environnement et les conditions difficiles. Avec la subtilité, c'est que dans le monde du conseil, quand on parle de conduite du changement, on va surtout penser système d'info, optimisation du système d'information. C'est simple, hein, vous regardez vous faites une recherche sur votre moteur de recherche favori sur Internet, conduite du changement, vous aurez plein de boîtes de consulting spécialisées sur les systèmes d'info, les technologies. C'est une partie, mais ce n'est pas forcément la seule façon de faire la conduite du changement. Et c'est là où moi j'interviens justement, c'est que par exemple, est-ce que vous penseriez spontanément, j'ai en tête un exemple concret sur lequel j'ai travaillé, une entreprise qui cherche à optimiser son système d'information, change le logiciel, met un nouvel ERP, donc rien d'exceptionnel, hein, on le fait tous dans les boîtes, hein. Sauf que ça aboutit à des démissions massives, des burn-out et des meilleurs qui partent. Est-ce qu'on fait le lien? Pas forcément. Moi, on n'est pas venu me dire venez dans notre boîte parce qu'on a fait de la conduite du changement, qu'on a payé très cher avec de la formation et une nouvelle ERP et on fait le lien de cause à effet à tout ça. Non. On est venu me voir parce qu'il y avait un problème, c'était un service commercial où il y avait, parce que j'ai fait ma thèse sur les commerciaux B2B, donc je suis un peu connue là-dedans, où les commerciaux, ils étaient en train de partir. Les meilleurs partaient ou étaient en burn-out. Bon, bah, une entreprise avec un service commercial qui n'est pas bien, forcément, elle commence à s'inquiéter. Et il se trouve que je suis spécialisée en recherche sur les questions d'ordre de méthodologie qualitative, c'est-à-dire que j'ai fait des interviews en profondeur, et je me suis rendu compte que les commerciaux, ils avaient, en un disant, on avait ras-le-bol qu'il y ait différents logiciels qu'on leur demande de travailler, que leur travail ce soit devenu plus de la bureaucratie que du réellement du commercial, et que finalement, ce nouvel ERP, non seulement c'était le deuxième consultant qui intervenait, etc., mais c'était la traduction, encore une fois, de changement de direction, parce que qui disait nouveau directeur, parce que entreprise rachetée plusieurs fois, disait nouveau directeur, disait nouvelle façon de travailler, disait nouvel outil informatique, solution miracle, et ben, les commerciaux disaient mais on en a ras-le-bol de se former à des trucs qui ne nous servent pas au quotidien pour notre boulot. Pendant que je fais ça, je ne fais pas le démarchage avec mes clients. Donc, est-ce qu'il y avait un lien de cause à effet que l'entreprise voyait? Spontanément, non. Pourtant, on parlait bien de souffrance au travail, on parlait bien de conduite du changement de système d'information et combien la recherche d'optimisation des systèmes d'information pouvait aboutir à la souffrance au travail au niveau individuel et collectif, et donc organisationnel, parce qu'une entreprise où les commerciaux partent tous ou sont en burn-out, ben forcément, elle peut s'inquiéter à très court terme. Donc, en clair, il faut faire attention
sur la conduite du changement. C'est pas forcément que l'outil informatique, et c'est bien aussi l'aspect humain. Quand on dit qu'il faut remettre de l'humain dans l'entreprise, c'est ça aussi. Hein. C'est aussi bête que ça. Et si on dit que oui, c'est pas que l'aspect logistique, administratif d'avoir mis un système en place, on va dire c'est peut-être plus une vision derrière de se dire ok, en fait je vais résister au choc parce que je les ai anticipés et parce que je suis en train de regarder ce qui va se passer demain. Est-ce que ça veut dire qu'en fait je fais de la R&D, je fais de la veille? Est-ce que ça va être des facteurs de résilience? Alors oui, bien sûr. Alors déjà, une entreprise qui se remet pas en question, où ses dirigeants ne sont pas dans une logique de est-ce que j'ai pas loupé le coche, est-ce que je suis au courant de tout, on va dire que quelque part l'entreprise va être c'est un mort-vivant qui s'ignore, quoi. Hein. Je suis entrepreneur, c'est la deuxième entreprise que j'ai créée. Je sais très bien pour mes clients et même pour moi que si je me remets pas en question, je suis pratiquement sûre de louper le coche. Donc ça, c'est une première donnée de base. Mais ça, c'est ce qu'on partage en tant qu'entrepreneur, toi et moi. Mais et certainement, il y en a parmi nous. Alors ça peut être. Je vois qu'il y a deux faces sur cette pièce, parce qu'effectivement, il faut se remettre en question pour il se passe, qu'on soit toujours à la pointe de ce qui se passe. Nous, on a pu accompagner on a vu des entreprises qui étaient, tu vois, des agences de communication. T'es le numéro 1 du prospectus. Quand ça passe au digital, il faut l'anticiper, sinon tu risques d'être exposé à des crises. Après, je vois aussi d'un autre côté, moi qui aime bien parfois anticiper l'avenir, etc. Si tu fais partir ton équipe dans trop de directions différentes, ça peut aussi avoir un effet contraire, parce qu'il faut montrer un cap mais clair. C'est pas parce que les dirigeants sont toujours obligés d'anticiper, d'être en veille, etc., que forcément toutes nos équipes doivent être pareilles. Enfin, sinon, effectivement, on devient dans un train fou, on ne sait plus où on va. Non, il faut bien séparer les choses, et la vision stratégique d'une entreprise, c'est pas tout le monde qui a la vision stratégique. Par contre, il va falloir faire la différence entre comment on fait évoluer la stratégie et comment on communique sur la stratégie déjà existante. Et ça, c'est là où souvent il y a déjà un premier problème en agent. C'est-à-dire que dans les entreprises, on a tendance à se dire ouais, il faut réfléchir à la stratégie, voir ce que font les concurrents, se positionner. On est d'accord. Et si on ne le fait pas, on est mort. On est d'accord. Mais c'est pas parce qu'on aura dit voilà, la stratégie c'est ça, nos mots-clés, nos mots-clés ici dans la boîte c'est ça, et allez-y petits les gars, que l'intendance va suivre. C'est pas vrai. Il faut passer beaucoup de temps à s'assurer que tout le monde suit derrière. Et donc, tout le monde suit, c'est le travail. Et c'est là la grande difficulté quand on parle de la résilience. Parce que quand l'entreprise fonctionne bien, on ne se pose pas trop de questions. On se dit, bon, on est arrivé, donc c'est bon, tout le monde suit. Mais à quel prix ça s'est fait derrière? À quel prix les équipes ont réussi à tenir la distance, se sont adaptées? À quel niveau d'effort ils ont fait? Si ça se trouve, on avait des équipes qui étaient à cravacher comme des morts et à être limite pétage de plomb. Pardon de parler très familièrement, mais c'est ça. Et donc, c'est le travail en tant que dirigeant, en tant que manager, que de s'assurer que derrière, ça suit à un niveau qui soit acceptable, ni trop haut, ni trop faible. Parce qu'il faut savoir aussi que si on veut absolument protéger son équipe, on fait tout pour eux, et que derrière, ils sont plutôt cool, ils vont être dans un autre risque psychosocial qui s'appelle le burn-out. Hein, ils vont en clair s'embêter. Et c'est pas mieux. Parce que s'ils s'embêtent, momentanément, ils sont contents. À moyen terme, ils vont partir. Donc, et ça sera les meilleurs en principe qui partent. Hein. C'est pas il y en a qui s'en conviennent très bien d'être tranquillou. Hein. Donc, c'est ça la difficulté. C'est être dans le pas, ne pas être dans le trop, ne pas être dans le pas assez. Et quand on va bien, on se pose moins la question parce qu'on fonce. Quand on commence à avoir des ratés, qu'on commence à cafouiller, là, c'est là où il faut se dire, il faut peut-être qu'on renvoie les choses. Et c'est comme ça. Et c'est que comme ça qu'on peut être en résilient. Par votre logiciel, vous avez le truc de dire toujours, prenez en considération, soyez responsable de votre santé. Votre appli, c'est ça. Soyez responsable de votre santé. Prenez en considération votre niveau de santé, votre niveau de sommeil, etc. Ayez conscience de tout ça. C'est exactement la même chose qu'il faut faire à l'entreprise. Ayez conscience de dans quelle mesure je suis un bien portant qui l'ignore, un mal portant qui l'ignore, un mort vivant, ou au contraire,
quelqu'un qui est sorti du tunnel parce que je suis totalement résiliente. Mais si Ouais. je suis résiliente, c'est pas une fois pour toutes. On peut faire des rechutes. Et c'est pour Ouais, ça si que moi, ça se j'ai créé trouve, ma boîte qui s'appelle DRRH, parce que je pense qu'on a besoin d'avoir des gens de confiance qui peuvent vous dire, comme quand, pour une entreprise, t'es malade, t'es pas malade, il faut telle posologie, telle pas. Non, là, c'est pas la peine de faire ce truc-là. C'est pas la peine. Ils sont bien. Prends pas un médicament préventif. C'est pas la peine. Ah là, par contre, il faut que tu envisages tel ou tel souci parce que ça va potentiellement être un problème. Au même titre qu'il faut un généraliste pour dire sa santé à titre individuel, je pense qu'il faut la même chose au niveau de l'organisation et du collectif. Oui, parce qu'on peut très bien avoir des caractéristiques qui nous génèrent un certain succès temporairement parce que on est dans l'air du temps, ça correspond, etc. Et ça peut cacher un problème qui fait que on ira au mur dès que les conditions changeront. Ce qui est vrai je suis d'accord avec toi, ce qui est vrai pour un individu est vrai pour un collectif et pour une organisation. Ouais, tu parlais de remise en question. Jusqu'à quel point je suis en bonne santé, jusqu'à quel point comment je fais, enfin, c'est bête, mais je prends l'analogie du cancer parce que pour une entreprise, quand on a des risques psychosociaux, parce que si on ne les traite pas d'une façon en profondeur, on risque d'avoir une généralisation du cancer. C'est une image que j'emploie, d'autant plus que moi-même j'ai eu un cancer. Avant que je ne sois malade, et j'espère que je ne choque pas l'auditoire, mais comme ça je suis très claire, vous comprenez mieux ma façon de voir. Avant que je ne tombe malade, je pensais que j'étais en bonne santé et que ça serait indéfiniment que je serais en bonne santé. Le jour où j'ai appris, diagnostic, c'est bon, tu as un cancer, déjà je me suis dit, pied dans la tombe. Bon, je suis encore là, ça veut dire que c'est pas parce qu'on pense tout de suite à être un mort-vivant qui s'ignore que c'est le cas. Ce qui est vrai pour un individu est vrai pour une entreprise. Mais ça veut dire aussi qu'il faut savoir se remettre en question, il faut savoir accepter l'aide des médecins, qui vont nous dire, ben voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, machin, etc. On fait des bêtises, comme tout le monde. Ce qui est vrai pour un individu est vrai pour une entreprise. Et à partir de là, on n'est pas une fois pour toutes résilient. C'est un chemin progressif. Il faut être humble. Il faut être, et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, les facteurs de résilience. Je pense que d'abord, il faut avoir la volonté de s'en sortir. Ça, c'est clair que on a un cancer au niveau individuel, on a un cancer au niveau organisationnel, on est malade, il faut vouloir s'en sortir. Sinon, c'est même pas la peine de continuer le truc. Mais dans une boîte, en principe, on veut sauver ses emplois, on veut continuer à bosser, on veut être, et si on est en bonne santé, on veut continuer à être le meilleur sur son domaine. Enfin, c'est normal, c'est naturel. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la volonté de rester en bonne santé ou d'être résilient. Ce qui suppose aussi d'avoir une certaine humilité, une certaine honnêteté. Parce que si on ne veut pas voir que tout va bien, il n'y a pas que tout va pas bien, il faut accepter de se dire, ah ben là, j'ai un petit rhume, ou là, il y a un truc qui ne va pas dans ma boîte. Un burn-out dans mon entreprise, c'est, entre guillemets, c'est grave pour l'individu, mais pas grave pour l'institution, parce que c'est une personne. Oui, mais si j'en ai plusieurs à différents niveaux dans une même équipe, c'est un stade, pour moi, c'est un stade d'alerte très avancé. Ouais. Et c'est ça la difficulté. Donc, il faut avoir de l'humilité et l'honnêteté. C'est pas pour rien que les meilleurs spécialistes de management au niveau de la recherche, au niveau mondial, du MIT, disent l'honnêteté et l'humilité, c'est une valeur cardinale maintenant. Nous, on appelle ça accepter de se voir laid dans le miroir, tu vois, et on pense que tu peux pas de se voir laid dans le miroir. C'est ça, ouais. Parce qu'en fait, tu peux pas progresser, surtout quand ça va pas, si tu fais pas le point à un moment. Mais ça peut être aussi, ça peut aussi t'énergiser, quoi. Tu te dis, ah ouais, ok, j'accepte, je vais devant le miroir, ok, la situation telle qu'elle est n'est pas celle que je prétendais être. Et c'est à partir de là, j'ai un constat qui est honnête. Et enfin, je peux mettre des indicateurs, je peux avoir une approche, on va dire, objective, quantifiée pour essayer de m'améliorer. Mais j'irais même plus loin que toi. Je dirais que c'est pas accepter d'être laid, c'est accepter l'idée de pouvoir être laid. Ouais, parce qu'on l'est pas forcément. Et c'est ça où moi, je fais attention à garder mon aspect recherche quand j'interviens, c'est que je n'ai aucun problème pour dire à une boîte, non, mais vous n'avez pas de problème. Arrêtez de chercher les problèmes là où il n'y en a pas.
Parce que le problème, c'est qu'on est tous pareils, on est subjectifs, donc on a du mal à savoir si aujourd'hui je suis laid ou pas laid, etc. Donc il faut avoir un regard extérieur. Et parfois, l'objectivité. Et en fait, l'objectivité n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on dit en recherche. L'objectivité n'existe pas. On a juste une limitation des subjectivités. C'est-à-dire qu'à plusieurs, on va se rendre compte d'avoir à peu près une vérité partagée. Et c'est là où on va pouvoir s'améliorer. Après, à un moment donné, il va peut-être falloir faire appel à quelqu'un qui aura un regard extérieur, mon expertise en particulier, qui nous permettra de nous dire, attendez, là, vous n'êtes pas plus moche que les autres, ou vous n'êtes pas, ou au contraire, vous êtes mieux que les autres. Et ça, c'est le regard extérieur, mais par définition, on ne peut pas être juge et parti. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on fasse appel à quelqu'un d'autre qui nous permettra d'avoir ce regard-là. D'avoir la mise en perspective. Toi, tu disais qualitative. Et est-ce que tu peux pas l'avoir parfois en quantitatif? C'est-à-dire que tu mets en place des enquêtes, etc., qui te permettent… Bien sûr que si. Mais le quanti, c'est quoi? C'est des stats. Les stats, c'est quoi? C'est une photographie à l'instant T. Donc, bien sûr qu'il faut avoir des indicateurs en quanti. Mais c'est pas parce que tu auras une vision panoramique que tu sauras ce qu'il y a comme problème et comment il faut le régler. Donc, il faut avoir les deux, en fait. Ça, c'est mais c'est encore le côté chercheur. Idéalement, quand tu fais une recherche, il faut faire les deux. La photographie, vision panoramique, des stats. Et après, faire un zoom particulier sur tel ou tel problème pour comprendre ce qui se passe. Ça, c'est du quali. Et ça, c'est des entretiens. Il n'y a pas 36 choix. Il faut savoir, on ne peut pas faire que du quanti, que des photos panoramiques. Ça, c'est des constats, mais ça ne donnera pas des réponses. Et si on donne des réponses, elles ne seront pas forcément connectées au constat parce qu'on n'a pas fait un zoom. Et il faut savoir faire des zooms, mais si on fait que des zooms, à un moment donné, on a perdu le sens général. Donc, il faut faire les deux. Manifestement, moi, ce que je sais, c'est que ce qui m'intéresse le plus, c'est comprendre comment on peut régler les problèmes, puisque je ne fais que de l'extrême sur mesure. Et si je fais ça, c'est justement parce que j'ai l'approche consultant, mais aussi chercheur, mais aussi formateur dans l'enseignement supérieur. C'est ça qui me permet de faire que l'extrême sur mesure. Et c'est ça ce qui me permet, moi, de faire de temps en temps des zooms et de temps en temps du quanti, de vision panoramique. Parce que les boîtes, elles ont des visions panoramiques, mais elles n'ont pas le diagnostic et qu'est-ce qu'il faut mettre pour régler le problème. Donc, moi, je me suis spécialisée sur ce qui manque sur le marché. Alors, on s'en doutait qu'une demi-heure, on serait presque frustré à la fin parce qu'on a ouvert plein de pistes. Mais n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire et puis on prolongera si vous le souhaitez d'une manière ou d'une autre. Parce que je vois qu'il y en a certains qui veulent, qui doivent se déconnecter ou qui avaient d'autres obligations par la suite. Après, il y a Laurence qui nous disait, alors là je pense que si on aborde la question, on va tout rouvrir, qui était comment est-ce que c'est possible et facile d'anticiper le cancer d'une entreprise. D'après ce que tu disais, Stéphanie, déjà je pense qu'on peut dire que c'est pas facile, ça demande cette humilité, c'est toujours complexe, faut avoir une lecture à plusieurs niveaux, et une ouverture d'esprit aussi. C'est ce en permanence, et l'ouverture d'esprit de le faire, C'est pour ça que j'ai plus parlé de méthode plus que d'exemples concrets, parce que les exemples concrets, d'abord, je garde la confidentialité de ce que j'ai fait en entreprise par contrat, donc je respecte mes clients en la matière, mais c'est surtout plus un état d'esprit qui est important pour savoir si on a un cancer organisationnel ou pas. C'est plus un état d'esprit que après le diagnostic, là, rentre dans le détail, et là, bien sûr, pour rentrer dans le détail, il faudrait partir sur des cas concrets. Et des cas concrets, je ne peux pas exposer ceux de mes clients, et en même temps, c'est chaque individu, chaque entreprise a ses propres problèmes. Donc, peut-être qu'on peut répondre effectivement que la première étape, qui pour le coup est assez simple, mais bon après ça ouvre plein de choses, mais c'est cette prise de conscience et l'humilité qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc on va essayer d'observer la situation pour je dirais une volonté, évaluer. Une volonté, je dirais l'humilité et l'honnêteté. Je dirais l'ouverture d'esprit, parce qu'il faut avoir ça. Les trois niveaux d'analyse, individu, collectif et organisation.
Et puis du pragmatisme, enfin, c'est aussi bête que ça. Oui, je suis chercheur, oui, je peux être dans les nuages, mais oui, je suis très pragmatique. Et quand il faut trouver une solution, ben, on peut faire ce qui a déjà marché ailleurs, mais il faut savoir aussi chercher ailleurs. Le fameux penser out of the box, eh ben, ça ne se fait pas uniquement comme ça, c'est aussi savoir chercher les infos ailleurs. Et c'est là, moi, où mon expertise d'enseignement, de recherche et de conseil sont complémentaires. C'est pour ça que je les garde et c'est pour ça que je trouve que c'est ce qui m'aide à trouver des réponses pour mes clients. Ouais, mais c'est super intéressant. Je vois qu'en fait, tu conclus en parlant de qualité pour une organisation. On parle d'humilité, de volonté, d'honnêteté. Finalement, on a d'ouverture d'esprit. On revient à des qualités qui peuvent être celles d'un individu aussi et qui la boucle est bouclée sur les multiples niveaux de lecture de la question. Stéphanie, je te remercie. Merci moi. Merci à toi, Damien, et à Goldmap. Merci à Cynthia d'avoir mis ça en place, et merci à vous toutes et tous d'avoir participé. N'hésitez pas. Oui, voilà, c'était petite introduction à ces beaux sujets, et puis avec Stéphanie, on aurait plaisir à les creuser si vous voulez aller plus loin, évidemment, ou s'il y a des points qui vous ont interpellé ou des points qu'on n'a peut-être pas assez éclairés. N'hésitez pas à nous le dire, ça nous intéresse, et peut-être qu'on vous y répondra en perso, sous la forme d'un article ou autre, mais bien volontiers. Merci de vous être joints à nous, et bonne suite de journée. Et bonne continuation au forum, puisque cet après-midi, il y a d'autres conférences. Merci beaucoup, à bientôt. Et si vous voulez en savoir plus me concernant, allez voir sur LinkedIn, Stéphanie Carpentier, docteur. Merci, au revoir. Merci Stéphanie.